Bonjour Marie. Bonjour Frédéric. On parle beaucoup en Afrique des prisons sous l'angle soit de la surpopulation, soit de la vétusté. Quelle est la réalité ? Toutes les prisons ne se valent pas. En fait, on ne peut pas tenir un discours homogène sur les prisons africaines. Mais alors, comment faut-il les distinguer ou bien sous quel angle faut-il les aborder ? Ce qui peut être important, c'est d'abord de resituer les dynamiques carcérales dans une perspective historique, de comprendre les logiques qui sous-tendent l'adoption de la prison pénale et puis concrètement la mise en place, la construction de ces prisons. Alors en Afrique, les historiens s'entendent pour dire que la prison pénale arrive avec la colonisation au tournant des 19 et 20e siècles, même s'il existe des formes d'enfermement précoloniales. Et en fait, dans ce contexte colonial, les premières prisons, elles sont construites en urgence. En fait, souvent, les administrateurs, ils vont transformer un fort militaire, une station de police, de manière très hâtive, en prison. Donc, voilà, c'est un petit peu difficile. C'est peut-être progressivement qu'on va avoir des prisons construites avec la mise en place de politiques pénitentiaires. Mais aujourd'hui, on construit encore des prisons sur le continent ? Oui, tout à fait. En fait, finalement, se côtoient des prisons anciennes, coloniales, des prisons construites, par exemple, aux indépendances, et puis des constructions extrêmement récentes. Est-ce qu'on pourrait entrer un peu dans le détail ? Et par exemple, est-ce que tu pourrais nous préciser quels sont les impératifs qui, aujourd'hui, sous-tendent la construction de prisons ? Tu parles de construction de prison. Et en fait, ça renvoie à réfléchir à l'architecture carcérale, qui fait débat et jusqu'à aujourd'hui. L'architecture, elle participe de la réflexion sur ce qu'est une prison, ce que sont les finalités de la prison, qui sont d'ailleurs souvent contradictoires. Le premier enjeu de la construction d'une prison, c'est l'enjeu sécuritaire. On veut séparer des détenus, qui sont présumés dangereux, du reste de la société. On veut aussi éviter des évasions, quelle que soit leur réalité. Donc la prison, c'est d'abord des murs hauts, aveugles, des miradors. Ça, c'est un peu le premier impératif. Il y a aussi l'impératif de punition, en fait. Est-ce qu'on pense une prison et son architecture pour punir ? Ce qui veut dire quelle place laisse-t-on à la lumière ? Est-ce qu'on autorise les détenus à avoir une vue sur l'extérieur ? Et ça va un peu de pair avec la vocation dissuasive. On veut aussi faire peur à ceux qui sont libres et qui ne fassent tout pour ne pas entrer en prison à leur tour. D'accord, mais enfin, il y a quand même un enjeu de surveillance. Oui, il y a un enjeu de surveillance et de discipline qui s'articule à un enjeu de réinsertion aussi. Donc finalement, l'architecture, elle organise l'espace, elle le quadrille. Il faut pouvoir contrôler la vie des détenus au quotidien. Il faut pouvoir finalement contrôler leur mobilité, contrôler l'emploi du temps. Donc au premier regard, la prison, c'est une succession de frontières, de portes, de barreaux. Mais quelle serait aujourd'hui l'image d'une prison moderne ? C'est pas si simple, parce qu'en fait, on va toujours retrouver ce dilemme entre des autorités, entre un impératif sécuritaire et celui aussi de respecter des droits de l'homme. Autrefois, on aurait dit qu'il faut humaniser les prisons, et aujourd'hui, on va dire qu'il faut améliorer les conditions de détention au titre du respect des droits de l'homme, et cela se fait souvent sous la pression des bailleurs institutionnels ou des ONG. Est-ce que tu pourrais nous donner des exemples précis ? Oui, alors on peut imaginer, notamment quand il s'agit d'accéder à de l'eau potable, de mettre en place des citernes. En fait, il y a plein de petits projets qui sont souvent financés par des ONG. Dans une cour de prison, en terre battue, on peut imaginer ce qui se passe en saison des pluies. Les détenus vont se retrouver les pieds dans la boue et ça peut donner lieu à un certain nombre de maladies et d'infections. Bon, eh bien, une ONG peut très bien trouver des fonds pour bitumer la cour. L'idée aussi, c'est éventuellement de protéger les détenus du soleil et donc de mettre en place des tôles. Ça, c'est des petits projets. Mais il peut y avoir vraiment des projets de plus grande ampleur. À Douala, au Cameroun, il y a une prison très ancienne dans le centre-ville, très vétuste. Donc le gouvernement camerounais a lancé un programme de construction d'une grande prison en périphérie. Donc l'architecte disait ce sera la prison d'Amnesty International, avec l'idée qu'il faut avoir plus d'espace pour les détenus, mais aussi des toilettes, des douches, des réfectoires. Bon, on garde aussi l'enjeu sécuritaire, c'est-à-dire il faut de la vidéosurveillance, des portes automatiques, ce qui d'ailleurs rejoint aussi un enjeu de modernité. On pense que cela incarne la prison moderne.
Mais cela étant, il y a d'autres choses à prendre en compte. Par exemple, le fait de déplacer cette prison en périphérie, ça va coûter quoi aux familles pour aller voir leurs détenus? Ça va avoir un impact sur le coût en temps, et puis aussi, évidemment, ça va avoir un coût de transport. Mais est-ce qu'on ne parle pas de prison ouverte aussi sur le continent? Oui, alors on en parle aujourd'hui et on en parlait hier aussi. Quand je dis hier, c'est autrefois. À la période coloniale, il y avait encore un autre dilemme. Il y avait celui de séparer, mais aussi celui de mettre au travail les détenus. C'est comme ça qu'on avait des prisons mobiles qui se déplaçaient d'un chantier à un autre pour faire travailler les détenus. Et on retrouve ces prisons-là aujourd'hui, non pas mobiles, mais de production, si je prends l'expression camerounaise, où en fait on attend des détenus qu'ils sortent de la prison la journée pour aller travailler au champ. Est-ce que c'est la même chose dans les grandes villes? Non, dans les grandes villes, c'est pas du tout la même chose, parce que déjà, dans ces prisons ouvertes, entre guillemets, il y a un enjeu de sécurité et un risque d'évasion. Mais dans les grandes villes, surtout par exemple dans une capitale politique, il y a l'idée que la prison, avec ses hauts murs, avec ce sentiment de fermeture, doit incarner la domination de l'État. Alors après, je parle de prison de petite ville ou prison rurale, là on vient de parler d'une prison d'une capitale politique. En fait, ce qu'il faut se dire, si par exemple on regarde la carte du Burundi, c'est un bon exemple, c'est qu'en gros, il y a une prison à peu près par province au Burundi, c'est presque ça. Et que finalement, la carte des prisons dans un pays donné, sur le continent, va épouser grosso modo le maillage politico-administratif. Après, là on parle des prisons, mais il y a autre chose qu'il faut considérer. Il y a aussi des cachots, là où on va mettre des personnes dont on veut avoir des renseignements, des personnes dont on estime que ce sont des détenus politiques. Et puis tout simplement, au jour le jour, dans certains quartiers notamment, il y a les cellules des commissariats, les cellules des brigades de gendarmerie, où des personnes vont rester des jours durant, parfois hors du cadre légal, et elles restent enfermées. Bon, si je résume, il y a des prisons anciennes et des prisons contemporaines, des prisons dans les villes, des prisons dans les campagnes, des prisons de centre-ville, des prisons de périphérie. Au fond, une variation dans l'espace et dans le temps de ce que sont les prisons sur le continent. C'est tout à fait ça, Frédéric.